Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Comme chaque dimanche matin, on se retrouve pour vos rendez-vous économiques. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime. Au programme d'Osez entreprendre ce matin. Comment une enseigne née d'une idée simple est-elle devenue l'une des références de la décoration en Europe? Maison du Monde, une formidable réussite entrepreneuriale, confrontée aujourd'hui à la réalité d'un marché en pleine mutation. Et nous parlerons aussi d'héritage, de transmission et de destin avec Philippe Spanghero, ancien international de rugby et auteur du livre Au nom du clan, avec lequel nous nous poserons une question. Faut-il être fidèle à son nom ou écrire sa propre histoire? Et nous terminerons avec Jean-François Faure, entrepreneur, investisseur et consultant pour Oser entreprendre. Nous aborderons un sujet que beaucoup de dirigeants repoussent, la transmission justement. Comment transmettre une entreprise, un savoir-faire, des valeurs, sans attendre qu'il soit trop tard. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, on parle aujourd'hui d'une marque que tout le monde connaît. On l'a forcément croisée à un moment ou à un autre. Mais est-ce qu'on connaît vraiment son histoire? C'est Maison du Monde et c'est bien plus que de la déco. C'est ça, Thomas? Oui, Maxime. Et l'histoire est assez fascinante. Tout commence en 1996 avec un entrepreneur français, Xavier Marie. Son idée est simple mais ambitieuse, proposer des meubles et objets de décoration inspirés du monde entier à des prix accessibles. À l'époque, c'est presque révolutionnaire. On ne parle pas encore de concept store, mais Maison du Monde en pose déjà les bases. Ça, c'est une idée qui colle parfaitement à l'ère du temps aujourd'hui, mais comment la marque, elle a grandi? Très vite, elle comprend une chose essentielle. Les consommateurs ne veulent plus seulement acheter un meuble, ils veulent une ambiance, un style de vie. Dans les années 2000, l'enseigne se développe partout en France, puis en Europe. Elle multiplie les collections, industrielles, bohèmes, bord de mer, exotiques. Chaque client peut voyager sans quitter son salon. Et surtout, Maison du Monde devient omnicanal très tôt. Catalogue, magasin, puis e-commerce. Dès les années 2000, un véritable tournant. Forcément, derrière ce succès, il y a eu des moments plus compliqués, non? Oui, notamment avec l'explosion du e-commerce et la concurrence accrue. Il a fallu s'adapter, revoir les collections plus souvent, accélérer le digital, mais aussi intégrer des enjeux environnementaux. La marque a lancé des engagements forts sur la traçabilité du bois, les matériaux durables et même la seconde vie des meubles, un pivot stratégique pour rester dans l'air du temps. Et aujourd'hui, où en est Maison du Monde? Maison du Monde traverse actuellement une période difficile marquée par une baisse de ses ventes et des tensions financières. L'enseigne a dû reporter la publication de ses résultats 2025 et recherche activement de nouveaux investisseurs ou partenaires pour sécuriser son avenir. Malgré un recul du chiffre d'affaires, la direction observe une légère amélioration de l'activité depuis la fin de l'année 2025. L'entreprise poursuit un vaste plan de transformation comprenant des économies, la modernisation de magasins et le renforcement de son offre digitale. Confrontée à la crise du marché de l'ameublement et au ralentissement immobilier, Maison du Monde cherche aujourd'hui à trouver un modèle de croissance durable. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, nous sommes avec quelqu'un que les auditeurs de Sud Radio connaissent bien. Philippe Spanghero, ancien joueur de rugby français, consultant rugby dans les médias et qui intervient donc tous les week-ends sur Sud Radio, évidemment, la radio du rugby. Bonjour Philippe Spanghero. Bonjour Thomas, bonjour Maxime. Philippe, je montre à l'écran, pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr et sur l'ensemble des dispositifs digitaux, le livre que vous avez sorti aux éditions Alizio, Au nom du clan. Alors justement, c'est pour ça qu'on vous reçoit, parce que vous êtes un nom, Maxime me le disait à l'instant, et vous avez choisi le titre Au nom du clan. Je voudrais commencer par ça, titre très fort. Pensez-vous qu'il faut honorer son clan ou s'en affranchir? Et vous êtes bien placé pour en parler. C'est toute la question du livre. Je pense qu'on peut faire les deux et c'est toute la question que beaucoup de gens se posent, d'entrepreneurs qui doivent eux-mêmes prendre le flambeau d'histoires familiales qui sont parfois lourdes, parfois pesantes, avec une forme de responsabilité dans la transmission. Et donc je crois que tout l'enjeu justement, c'est de réussir à honorer son héritage en prenant en compte ce qu'on est nous intrinsèquement, comment on veut faire les choses, quelle vision on peut avoir qui diffère parfois de celle de ceux qui nous ont précédés et de faire cohabiter tout ça pour réussir une transmission. Alors justement, vous êtes un fils de, comme on le dit habituellement, Spanghero, un nom qui résonne fortement dans le rugby français et un nom qui honore la France selon Georges Pompidou. C'est ce qu'il disait. Vous êtes le fils de Guy Spanghero, qui était le frère de Walter Spanghero. À quel moment avez-vous ressenti pour la première fois que ce nom pouvait être à la fois une force et peut-être aussi un poids?
Inconsciemment, je l'ai ressenti très tôt. J'ai perçu le regard de l'environnement extérieur dans notre environnement à nous, à Castelnaudary, qui est une ville moyenne, dans laquelle l'entreprise Spanghero était le plus gros employeur à l'époque, à une période le plus gros employeur du département de l'Aude. Et donc, je voyais qu'il y avait une forme de regard extérieur et d'attente des gens par rapport à notre famille, d'exemplarité. Mon père me parlait beaucoup justement de cet enjeu d'exemplarité à l'extérieur, à l'école, dans nos relations avec les gens. Je l'ai ressenti assez tôt dans le rugby aussi, puisque forcément les gens comparaient énormément mes performances à celles de mon père, de mes oncles, mais aussi à celles de mon frère aîné, Nicolas, qui a 10 ans de plus que moi et qui a tracé aussi une voie qui était haute en termes d'ambition. Donc voilà, j'ai vécu avec tout ça, j'ai grandi et j'ai réfléchi justement à la façon dont moi je voulais me construire. Et cette question de transmission familiale, je me rends compte qu'elle rejoint de façon extrêmement explicite les enjeux de transmission dans nos organisations. Alors, justement, parlons transmission. Je vous cite dans votre livre « Je me sens chanceux d'avoir reçu en héritage des valeurs structurantes comme l'humilité, le respect et le partage. J'ai envie de transmettre cela à mes 2 filles, Paula et Lou. Mais contrairement à ma quête de réussite, je veux qu'elles comprennent qu'elles ne doivent pas se sacrifier sur l'autel de l'ambition. Ces 2 mots, héritage et transmission, me sont particulièrement chers. Entre les deux, il y a une vie à construire, une vie à écrire et une étendue parfois hostile à traverser. Si on vous lit bien, la vie serait pas un long fleuve tranquille quand on est fils d'eux en général et fille de Félix Spanghero en particulier ? Oui, alors j'étais pas très à l'aise en fait toujours dans la rédaction de cet ouvrage parce que je voulais pas du tout que les gens pensent que je voulais qu'on plaigne les enfants d'eux parce qu'il y a à côté de ça beaucoup de très bons côtés et je le dis en préambule, je me sens extrêmement chanceux d'avoir reçu ce que j'ai reçu en termes de valeurs, en termes de possibilités, de perspectives, le champ des possibles. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ouvert très vite parce que j'avais cette culture de l'entreprise dans laquelle j'avais grandi à travers mon père, à travers mes oncles. Donc l'idée c'était simplement de me servir d'histoire un peu dans lesquelles cet enjeu de loyauté familiale il peut être exacerbé pour que ça parle à tout le monde en fait, parce qu'aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à intervenir dans les entreprises et pour parler justement de ces enjeux de transmission, alors que ce soit des enjeux de management du quotidien ou des enjeux un peu plus globaux de transmission d'entreprise. Et je me rends compte vraiment que la mécanique qui se joue d'un point de vue psychologique, c'est exactement la même. Donc on est tous confrontés à ces questions-là. On a tous fait des choix, des moments de vie en pensant que c'était ce que nos clans attendaient de nous, sans tenir compte de notre libre arbitre, sans tenir compte de ce qu'on voulait vraiment. Et toute la question, c'est de se dire comment je voulais désinhiber les gens, en fait, en leur posant une question simple. Est-ce qu'on peut prendre une voie différente sans trahir ? Parce qu'on a tendance à penser inconsciemment que s'éloigner de ce que notre clan ou notre famille attend de nous, c'est trahir, et c'est pas le cas. Philippe Spanghero, vous avez interrogé plusieurs personnalités connues pour être des fils ou des filles de Tabarly, Daguin, Bertrand, Galabru, Fechner, Tapi, entre autres, des noms qui ont aussi des histoires et des parcours. D'après vous, ces personnes, elles ont volontairement rompu avec leur héritage pour s'accomplir, pour écrire leur propre destinée, ou elles sont toujours tributaires du nom qu'elles portent ? Alors, je crois qu'on est toujours tributaire, mais il y a ce qu'on décide d'en faire. Et je crois qu'à des moments de vie, ça inhibe. Et c'est ça que vous avez remarqué chez eux, justement ? Ils ont réussi à en faire quelque chose, à s'écrire un prénom, comme on le dit vulgairement ? Ils ont réussi à se faire un prénom, ils ont réussi à être heureux et surtout, ils ont réussi à faire de ce qui a pu les inhiber à une période de vie un moteur. Voilà, Emmanuelle Galabru en parle très bien depuis que son père est plus là. Elle a envie de faire perdurer sa mémoire. C'est un levier de motivation supplémentaire. Les frères Karabatic parlent de la même chose avec leur père, Gérard Bertrand avec le sien. La très belle histoire entrepreneuriale d'Ariane Daguin qui est partie aux États-Unis justement pour rompre le lien avec son père, pour se construire seule et qui finalement, une fois qu'elle a trouvé cet épanouissement personnel, est revenue à son père, entre guillemets, avec une forme d'amour qui s'était transcendé quelque part. Et donc, c'est vraiment des parcours très, très différents, mais en fil rouge, on retrouve ça, en effet. Philippe Spanghero, parmi tous les portraits, il y en a une petite dizaine, si je vous y intègre un peu en autoportrait dans votre ouvrage. Quelle est la personne qui vous a le plus frappé, marqué par sa personnalité, justement, et à laquelle vous vous attendiez pas ?
Alors, j'ai été sincèrement marqué par la plupart de mes entretiens. D'abord par la facilité avec laquelle les témoins se sont livrés sur ce sujet-là, qui est quand même intime. Mais j'ai en tête comme ça un échange avec Marie Tabarly. Très beau portrait, effectivement. Qui a des mots assez crus, assez durs pour verbaliser justement cette question-là. Et elle dit... moi, quand j'entends que je suis la fille d'Éric Tabarly, j'entends que je suis rien. Être la fille d'eux, c'est n'être rien. Et tant qu'on est vu comme la fille ou le fils d'eux, on n'est rien. Et j'ai trouvé ça extrêmement violent. Mais ça a le mérite de mettre en lumière justement cette question de l'émancipation. Philippe Spanghero, on va arriver au terme de notre échange, mais justement, une dernière question et je vous demanderai d'essayer d'y répondre rapidement. Après avoir écrit ce livre, quel conseil donneriez-vous à un dirigeant qui souhaite transmettre bien plus qu'une entreprise, des valeurs, une culture, une vision? Parce qu'il n'a peut-être pas un nom connu du grand public, cet entrepreneur, mais quelque part, il crée une destinée aussi. Bien sûr, il crée une destinée, mais vraiment, ce livre s'adresse à tout le monde. Alors, en quelques mots, c'est simplement, je pense qu'il faut une grande humilité parce qu'il faut accepter que quelque chose qu'on a construit, nous, autour de nous, avec notre vision, soit plus grand que nous et ne nous appartienne pas vraiment. Ça, c'est le premier travail à faire qui est difficile. Et je crois que quand on a réussi ce travail-là, ça ouvre le champ des possibles et ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qu'on est prêt à donner, à offrir au monde quelque part. Merci Philippe et on vous retrouve sur l'antenne de Sud Radio cet après-midi de 17h à 18h pour ceux qui veulent suivre le rugby. Et merci beaucoup Philippe Spanghero d'être passé du côté d'Oser Entreprendre et je rappelle que vous êtes l'auteur de Au nom du clan, c'est à retrouver aux éditions Alizio. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, pour clore cette première parenthèse économique, on va aborder un sujet que beaucoup de dirigeants évitent, on vient d'en parler, c'est la transmission. Une entreprise, un patrimoine ou même un savoir-faire et un jour, la question tombe et malheureusement, elle tombe beaucoup trop tard. Et oui, et pour en parler, Maxime, nous sommes avec Jean-François Faure, notre entrepreneur, investisseur, consultant que nos auditeurs connaissent bien pour oser entreprendre. Jean-François, vous le répétez, la meilleure transmission, c'est celle qu'on prépare avant d'en avoir besoin en définitive. Exactement Thomas, on imagine la transmission comme un rendez-vous chez le notaire, une vente, une succession. En réalité, c'est un processus qui prend des années. Le jour où vous transmettez, il est déjà trop tard pour commencer à y penser. Et pourtant, beaucoup attendent le dernier moment, malheureusement. Oui, alors ça, c'est le paradoxe français. On célèbre les entreprises qui naissent, jamais celles qui disparaissent, faute de repreneurs. Alors, chaque année, des milliers de PME, de commerces, d'exploitations agricoles ferment alors qu'elles ont encore des clients, des salariés, un savoir-faire. Pas parce qu'elles sont mauvaises, parce que personne n'a préparé la suite. Donc le risque, ce n'est pas seulement de perdre l'entreprise. Alors non, c'est de le faire subir aux autres, aux enfants qu'on n'a jamais associés, aux salariés qui découvrent tout au dernier moment, aux clients qui perdent un partenaire de toujours. Une entreprise survit à une crise, à une pandémie, à la concurrence. Elle ne survit pas toujours à l'absence de transmission. Donc transmettre, ce n'est pas seulement céder, Jean-François ? Alors non, transmettre, c'est rendre quelqu'un capable de continuer sans vous, former, documenter, déléguer, accepter que demain ne ressemble pas tout à fait à hier. C'est un acte de confiance autant qu'un acte de gestion. Merci Jean-François. Et merci à vous, mon cher Thomas Binet, qu'on retrouve donc dans une poignée de secondes pour la deuxième partie de ce rendez-vous économique. Osez investir. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.